Est-ce qu'un trou noir pourrait détruire l'univers? À première vue, cette question peut paraître absurde, presque enfantine. On serait tenté de dire que non. Bien sûr que non. Après tout, comme nous l'avons déjà expliqué, créer un trou noir représente une affaire extrêmement compliquée. Cela nécessite une concentration d'énergie et de matière si colossale qu'elle dépasse notre imagination. Les rares fois où des physiciens, dans des accélérateurs de particules gigantesques comme le collisionneur de Hadron au CERN, ont réussi à créer des conditions s'approchant de celles d'un micro-trou noir, l'objet, s'il a seulement existé, s'est évaporé en une fraction de seconde, une durée si courte qu'elle en est à peine mesurable. On parle de 10 euros, 23 euros seconde. C'est 1 milliardième de seconde. À cette échelle, le mot instantané prend tout son sens. Et les vrais trous noirs, eux, les monstres cosmiques qui peuplent l'univers, sont si incroyablement loin qu'ils sont complètement hors de portée. Le trou noir le plus proche que nous connaissons, GABH1, découvert en 2022, est à 1560 années-lumière. Pour vous donner une idée, cela représente 15 millions de milliards de kilomètres. Si vous pouviez voyager à la vitesse d'un avion de ligne, il vous faudrait 1,5 milliard d'années pour l'atteindre. Autant dire qu'on ne risque pas de tomber dedans par accident. Alors pourquoi poser cette question? Pourquoi même envisager une idée aussi folle? Pourquoi s'inquiéter d'objets si lointains, si rares, si inaccessibles? Eh bien, déjà parce que notre intuition face au cosmos est souvent une mauvaise conseillère, et aussi parce qu'il y a un détail, un tout petit détail, qui change tout. Un trou noir, par définition, est une sorte de puits sans fond. C'est une région de l'espace où rien ne peut s'échapper, ni la matière, ni même la lumière. C'est un aller simple vers l'inconnu. Tout ce qui entre est perdu à jamais pour notre univers observable. Et c'est là que le vertige commence. Parce que si un trou noir ne fait que avaler encore et encore sans jamais rien recracher, eh bien ça veut dire que petit à petit, il grossit mécaniquement, lentement, mais sûrement. Et si on suppose qu'un trou noir peut exister pour toujours, alors à l'échelle de l'éternité, il devrait finir par absorber de plus en plus de matière, de plus en plus de lumière, et donc de plus en plus d'énergie. Et ça indéfiniment, sans limite, sans fin. Imaginez une piscine immense qui représenterait notre univers. Maintenant, imaginez qu'au fond de cette piscine, il y a un petit trou, un minuscule petit trou de la taille d'une tête d'épingle. À notre échelle, ce trou est insignifiant. La piscine ne se videra pas en un jour, ni en un an, ni même en 1 million d'années. Mais si on attend assez longtemps, à l'échelle de l'éternité, qu'est-ce qui va se passer? Statistiquement, chaque goutte d'eau de la piscine finira un jour ou l'autre par passer à travers ce petit trou et y être aspirée. Et comme ce trou est sans retour, comme aucune goutte ne peut en ressortir, la piscine finira nécessairement, inévitablement par se vider goutte après goutte, siècle après siècle, éon après éon. C'est juste une question de temps, un temps infiniment long, certes, mais du temps quand même. Alors, la question se pose, et elle n'est pas si absurde que ça. Les trous noirs sont-ils les trous d'épingle de notre univers? Est-ce qu'ils finiront, à l'échelle de l'éternité, par vider le cosmos de toute énergie, de toute sa substance, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, jusqu'à ce que l'univers ne soit plus qu'un vaste océan vide, ponctué de quelques trous noirs, eux-mêmes destinés à disparaître un jour? Cette question, aussi vertigineuse soit-elle, n'est pas qu'une simple expérience de pensée. Ça nous force à nous confronter à la nature même de l'univers, à son destin, à la signification de l'infini et de l'éternité. Ça nous pousse à penser des échelles de temps qui dépassent notre entendement. Pour y répondre, il faut plonger au cœur de ces objets les plus mystérieux, les plus fascinants que la nature ait créés. Il va nous falloir comprendre ce qu'est vraiment un trou noir, pas le monstre qu'on voit parfois dans les films de science-fiction, pas un aspirateur caricatural qui avale des vaisseaux spatiaux comme dans Star Wars ou Interstellar, mais un objet physique bien réel, dont les propriétés défient notre entendement et remettent en question tout ce qu'on pensait savoir sur l'espace, le temps et la matière. Aujourd'hui, on va faire ce voyage ensemble. On va découvrir ce qu'est un trou noir. Comment est-ce qu'il naît dans les convulsions d'une étoile mourante? Comment est-ce qu'il grandit en avalant tout ce qui passe à sa portée, et surtout comment il meurt, ou pas? Faut-il avoir peur des trous noirs? Est-ce qu'ils sont les destructeurs ultimes de l'univers, ou est-ce qu'ils sont autre chose, quelque chose de plus subtil et plus profond? Alors pour commencer,
il faut d'abord se débarrasser d'une image. Un trou noir, ce n'est pas un trou au sens habituel du terme, ni un objet solide avec une surface sur laquelle on pourrait se poser comme une planète ou une étoile. La définition la plus simple et la plus juste, c'est celle d'une région de l'espace où la gravité est si intense que rien, absolument rien ne peut s'en échapper une fois qu'une certaine frontière est franchie. Cette frontière, c'est ce qu'on appelle l'horizon des événements. C'est le point de non-retour. Alors, avant, vous pouvez encore faire demi-tour, rallumer les moteurs et vous échapper. Mais après, vous êtes condamné à continuer votre chute vers le centre. Quoi que vous fassiez, même si vous disposez d'une fusée infiniment puissante, capable d'accélérer à des vitesses proches de celles de la lumière, vous ne pourriez pas vous échapper. L'espace lui-même vous entraîne vers le centre plus vite que vous pouvez vous en éloigner. Le plus important à comprendre, c'est que ce n'est pas un aspirateur. Un trou noir n'aspire pas plus qu'une étoile ou une planète. La gravité, c'est juste la gravité. Si par une magie absurde on remplaçait notre Soleil par un trou noir exactement de la même masse, exactement 1 million de fois la masse de la Terre continuerait de tourner sur son orbite exactement comme avant. On aurait froid évidemment puisqu'on ne recevrait plus de lumière ni de chaleur. On mourrait tous gelés en quelques jours, mais mécaniquement, gravitationnellement, on ne serait pas aspiré. L'orbite resterait la même. La gravité et la distance sont les mêmes. Ce qui change tout, c'est la densité. Un trou noir, c'est une quantité énorme de masse concentrée dans un volume minuscule. C'est une concentration extrême qui courbe l'espace-temps à un point tel qu'il se referme sur lui-même. Ce n'est pas un objet dans l'espace, c'est une déformation de la géométrie de l'espace et du temps. C'est comme si on posait une boule de bowling sur un drap tendu. Le drap se déforme, se creuse. Maintenant, imaginez que la boule soit si lourde, si dense, qu'elle déchire le drap et crée une sorte de puits sans fond. Eh bien, on pourrait s'imaginer un trou noir comme ça. Et c'est là qu'on rencontre un premier paradoxe, une première idée qui heurte notre intuition. Déjà, il existe deux grandes familles de trous noirs. Les trous noirs stellaires qui font quelques dizaines de fois la masse du Soleil et les trous noirs supermassifs, des monstres de plusieurs millions à plusieurs milliards de masses solaires qui trônent au cœur des galaxies. On pourrait penser que plus un trou noir est petit et moins il est dangereux. En réalité, plus un trou noir est massif, plus sa densité moyenne à l'horizon est faible. C'est une idée complètement contre-intuitive. Un trou noir supermassif comme celui au centre de notre galaxie, Sagittarius A, qui fait environ 4 millions de fois la masse du Soleil, a une densité moyenne à son horizon inférieure à celle de l'eau. Si vous pouviez en prélever 1,3 m à l'horizon, il pèserait moins d'une tonne. Un trou noir stellaire, lui, a une densité inimaginable, des millions de milliards de fois celle du plomb. On verra tout à l'heure que cette différence a des conséquences dramatiques sur le sort de celui qui osera s'en approcher. Mais retenez déjà cette idée. En matière de trous noirs, plus c'est gros et moins c'est dense. Mais avant de s'approcher, demandons-nous déjà d'où viennent ces objets. Comment est-ce qu'apparaît un trou noir? Pour des trous noirs stellaires, l'histoire commence avec la mort d'une étoile très massive, environ 20 à 30 fois plus massive que notre Soleil. Toute sa vie, une étoile est le théâtre d'un combat titanesque. D'un côté, la force de gravité qui tend à faire s'effondrer l'étoile sur elle-même, à la comprimer en une boule de plus en plus petite, et de l'autre, la pression des réactions nucléaires en son cœur qui génère une énergie colossale qui pousse l'étoile vers l'extérieur. Au cœur du Soleil, par exemple, 600 millions de tonnes d'hydrogène sont converties en hélium chaque seconde, ce qui libère une énergie équivalente à des milliards de bombes nucléaires. C'est cette pression qui maintient le Soleil gonflé, qui l'empêche de s'effondrer sous son propre poids tant qu'il y a du carburant à brûler, et cet équilibre précaire est maintenu. Mais quand l'étoile arrive en fin de vie, que son carburant s'épuise, la pression chute. La gravité prend alors le dessus. Le cœur de l'étoile s'effondre sur lui-même en une fraction de seconde. Cette implosion est d'une violence inouïe. Le cœur de l'étoile qui faisait la taille de la Terre se comprime jusqu'à faire quelques centaines de kilomètres seulement. En moins d'une seconde, la densité devient si extrême que les électrons et les protons sont écrasés les uns contre les autres et fusionnent pour former des neutrons. L'étoile devient alors ce qu'on appelle une étoile à neutrons, un objet si dense qu'une cuillère à café pèserait autant qu'une montagne.
Mais si la masse du cœur est environ supérieure à 3 fois celle du Soleil, eh bien même cette pression de dégénérescence des neutrons ne suffit pas. Aucune force connue dans la nature ne peut stopper cet effondrement. La matière est écrasée jusqu'à un point de densité quasi infini. Le trou noir est né. L'horizon des événements apparaît comme une bulle invisible qui entoure le reste du cœur et une prison cosmique vient de se former. Pendant ce temps, les couches externes de l'étoile, qui n'ont pas encore réalisé que le cœur avait disparu, continuent de tomber vers le centre. Elles rebondissent sur le cœur ultra-dense et sont projetées vers l'extérieur dans une explosion cataclysmique. C'est ce qu'on appelle une supernova. C'est l'un des événements les plus lumineux et les plus énergétiques de l'univers. Pendant quelques semaines, une seule supernova peut briller autant qu'une galaxie tout entière, c'est-à-dire 10 milliards d'étoiles réunies. L'onde de choc se propage dans l'espace à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde, ce qui balaye absolument tout sur son passage, enrichissant d'ailleurs le milieu interstellaire en éléments lourds forgés dans le cœur de l'étoile, le fer, l'or, l'uranium, toute la matière qu'on retrouve dans votre corps. Tout ça, ça vient de la mort de ces étoiles extrêmement massives il y a des milliards d'années. Et la seconde catégorie de trous noirs, les trous noirs supermassifs. Leur origine est l'un des plus grands mystères de l'astrophysique moderne. Ils sont beaucoup trop gros pour être nés de l'effondrement d'une seule étoile. Même si on prenait les étoiles massives qu'on connaît, elles ne pourraient pas former un trou noir de plusieurs millions de fois la masse solaire. Les scientifiques explorent plusieurs pistes. Peut-être que c'est le résultat de la fusion de plusieurs centaines ou milliers de petits trous noirs qui sont apparus au tout début de l'univers, dans les premiers centaines de millions d'années juste après le Big Bang, ou peut-être qu'ils se sont formés directement à partir de l'effondrement de nuages de gaz gigantesques sans passer par la phase étoile. Certains modèles suggèrent même qu'ils pourraient être des reliques du Big Bang lui-même, des trous noirs primordiaux qui se seraient formés à cause des fluctuations de densité de l'univers primitif. Une fois formés, on sait qu'ils continuent de grandir en avalant le gaz, la poussière, des étoiles qui s'aventurent trop près, en fusionnant avec d'autres trous noirs lors de collisions de galaxies. Quand deux galaxies se rencontrent, leurs trous noirs centraux finissent par se chercher, se trouver, à danser l'un autour de l'autre pendant des millions d'années avant de fusionner dans un événement cataclysmique qui secoue l'espace-temps lui-même. Maintenant qu'on sait comment il naît, à quoi est-ce qu'il ressemble? Encore une fois, l'image populaire du disque noir est assez trompeuse. On ne peut pas voir un trou noir lui-même puisque aucune lumière ne peut s'en échapper. Ce qu'on voit, ce sont ses effets sur son environnement. Quand un trou noir est actif, c'est-à-dire quand il est en train d'avaler de la matière, celle-ci ne tombe pas directement en ligne droite. À cause de la conservation du moment angulaire, la matière forme un disque en rotation, le disque d'accrétion. En spiralant vers l'horizon, le gaz est comprimé, chauffé par friction à des millions de degrés. Il devient si chaud qu'il brille plus que des milliards d'étoiles réunies. Il émet de la lumière dans toutes les longueurs d'onde, des ondes radio aux rayons X. C'est cette lumière émise juste avant le point de non-retour qui nous trahit la présence d'un monstre invisible. Mais ce qu'on verrait si on était sur place est encore plus étrange. La gravité extrême d'un trou noir tord la lumière d'une manière spectaculaire. On verrait la partie du disque qui se trouve derrière le trou noir se courber pour apparaître au-dessus de lui et en dessous de lui. On verrait donc le dessus et le dessous du disque en même temps comme si on avait des yeux tout autour de la tête. On verrait aussi un mince anneau de lumière juste autour de la zone sombre centrale. C'est l'anneau de photons formé par les derniers rayons de lumière capables d'orbiter autour du trou noir avant de tomber ou de ne plus pouvoir s'en échapper. Ces photons ont fait presque un tour complet autour du trou noir. La zone sombre, l'ombre du trou noir, apparaît plus grande que l'horizon lui-même à cause de l'effet de l'antilles gravitationnelle. Elle fait environ 2,6 fois la taille de l'horizon et l'image ne serait pas symétrique. La partie du disque qui tourne vers nous serait beaucoup plus brillante, beaucoup plus bleutée à cause de l'effet Doppler relativiste. Les photons qui viennent vers nous sont comprimés, leur énergie augmente et ils deviennent plus bleus et donc plus intenses. La partie qui s'éloigne serait plus faible, plus rougie, parce que les photons seraient étirés, leur énergie serait diluée. C'est cette signature complexe, cette asymétrie caractéristique que les astronomes de l'Event Horizon Telescope ont réussi à capturer en 2019 avec la fameuse première photo du trou noir M87e
un supermassif de 6,5 milliards de masses solaires au cœur de la galaxie M87 à 55 millions d'années-lumière de nous. Cette image floue pixelisée a confirmé des décennies de prédictions théoriques et a marqué un tournant dans notre compréhension de ces objets. La croissance d'un trou noir n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Parfois, elle s'accompagne de phénomènes les plus spectaculaires de l'univers, des jets relativistes. Depuis le voisinage immédiat d'un trou noir, deux faisceaux de particules et de radiations extraordinairement fins et puissants sont éjectés à une vitesse proche de celle de la lumière, souvent à plus de 99% de la vitesse de la lumière. Ces jets peuvent s'étendre sur des centaines de milliers d'années-lumière, bien au-delà de la galaxie haute elle-même. Ils sont si énergétiques qu'ils peuvent chauffer le gaz intergalactique, empêcher la formation de nouvelles étoiles et sculpter des bulles géantes au milieu du vide intergalactique. Et là encore, il y a un twist, un retournement qui défie l'intuition. Ces jets ne sortent pas de l'intérieur du trou noir parce que rien ne peut sortir de l'intérieur d'un trou noir. Ils naissent juste à l'extérieur de l'horizon, dans une région appelée l'ergosphère. On pense que les champs magnétiques intenses du disque d'accrétion en interaction avec la rotation du trou noir, lui-même agissent comme une sorte de dynamo cosmique, un accélérateur de particules naturelles. Il extrait une partie de l'énergie de la rotation du trou noir et la convertit dans deux faisceaux de matière et d'énergie. C'est le processus de Penrose, du nom du physicien Roger Penrose, qui l'a théorisé dans les années 1960. Loin d'être de simples destructeurs, les trous noirs sont aussi de puissants sculpteurs cosmiques capables de réguler la formation des étoiles dans leur galaxie et d'enrichir le milieu stellaire. Maintenant que le décor est planté, osons l'expérience de pensée ultime. Que se passerait-il si on tombait vraiment dans un trou noir? La première chose à laquelle on serait confronté, ce ne serait pas l'obscurité, ni la chaleur du disque d'accrétion, mais une force étrange et redoutable, les forces de marée. Imaginez que vous tombiez les pieds en premier vers le trou noir. Vos pieds, étant légèrement plus proches du trou noir, subissent une attraction gravitationnelle un petit peu plus forte que votre tête. Cette différence insignifiante à notre échelle terrestre devient colossale près d'un trou noir. Votre corps serait étiré en longueur comme un spaghetti qu'on tire. En même temps, les forces sur vos côtés vous comprimeraient, vous écraseraient en largeur. Les physiciens ont fini par trouver un nom parfaitement adapté pour ce phénomène, la spaghettification. C'est un terme technique et il est vraiment utilisé dans la littérature scientifique. Et c'est ici que notre paradoxe sur la densité refait surface. Autour d'un trou noir stellaire, petit et ultra dense, les forces de marée sont si extrêmes que vous seriez déchiqueté dans un flot d'atomes bien avant d'atteindre l'horizon des événements. À quelques centaines de kilomètres de l'horizon, votre corps commencerait à s'étirer. À quelques dizaines de kilomètres, vos os se briseraient. À quelques kilomètres, vos cellules seraient arrachées les unes aux autres. Et juste avant l'horizon, vous ne seriez plus qu'un mince filament de plasma, un jet d'atomes roulant en spirale vers le centre. Fin de l'expérience, vous ne verriez jamais l'horizon de l'intérieur. Mais autour d'un trou noir supermassif, des millions de fois plus grand, la situation serait radicalement différente parce que son horizon est beaucoup plus étendu. La différence de gravité entre votre tête et vos pieds est beaucoup plus faible, presque négligeable. La surprise, c'est que vous pourriez franchir l'horizon d'un trou noir supermassif sans rien sentir de particulier à cet instant précis. Vous flotteriez simplement à travers cette frontière invisible, sans drame, sans douleur, sans même vous en rendre compte. Le moment où vous seriez spaghettifié arrivera, mais bien plus tard, beaucoup plus près de la singularité centrale, quand les forces de marée deviendraient enfin insupportables. Et ça, c'est un des paradoxes qui me fascine le plus avec les trous noirs. Plus le trou noir est gros, et moins il est dangereux, ou du moins à l'horizon. L'autre effet encore plus vertigineux concerne le temps lui-même. La relativité générale d'Einstein nous dit que la gravité ralentit le temps. Plus le champ gravitationnel est intense, plus le temps s'écoule lentement pour un observateur qui s'y trouve par rapport à un observateur lointain. Près d'un trou noir, cet effet devient extrême. C'est là qu'intervient le paradoxe de l'observateur, un des aspects les plus troublants de la physique des trous noirs. Pour un ami qui vous regarderait tomber depuis son vaisseau spatial, resté à distance de sécurité, votre chute semblerait ralentir à l'approche de l'horizon.
votre image deviendrait de plus en plus rouge à cause du décalage gravitationnel vers le rouge. Les photons qui s'échappent de vous perdent de l'énergie en remontant le puits gravitationnel. Ils s'étirent, leur longueur d'onde augmente, ils deviennent de plus en plus rouges. Votre image deviendrait aussi de plus en plus faible, de plus en plus sombre, jusqu'à se figer complètement sur l'horizon, comme une image gelée pour l'éternité. Pour lui, vous n'atteindriez jamais l'horizon. Vous resteriez figé là pour toujours, comme une ombre projetée à la surface invisible d'un trou noir. Mais pour vous, dans votre propre référentiel, tout semblerait normal. Votre montre continuerait à battre la même seconde. Votre cœur continuerait à battre le même rythme. Vous traverseriez l'horizon sans même vous en rendre compte en un temps fini. Quelques secondes, quelques minutes tout au plus. Sauf qu'une fois de l'autre côté, vous seriez coupé à jamais du reste de l'univers. Aucun message, aucun signal lumineux ne pourra plus jamais remonter le puits gravitationnel pour atteindre votre ami. Vous seriez seul dans une région où l'espace et le temps ont échangé leur rôle. À l'intérieur de l'horizon, avancer dans le temps signifie inévitablement avancer vers la singularité centrale. De la même manière qu'à l'extérieur, avancer dans le temps signifie avancer vers le futur. La singularité n'est pas un lieu dans l'espace, c'est un moment dans le futur. C'est un futur inéluctable. Vous ne pourriez plus éviter la singularité, pas plus que vous ne pouvez éviter demain. Le cœur d'un trou noir est l'endroit où nos connaissances s'arrêtent et où la prochaine grande découverte se cache probablement. Donc, on a vu qu'un trou noir est une prison parfaite, rien n'en sort. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? En 1974, Stephen Hawking a fait une découverte qui a bouleversé notre compréhension de ces objets. En combinant la relativité générale et la mécanique quantique, des théories qui ne sont normalement pas censées fonctionner ensemble, il a montré que les trous noirs ne sont pas complètement noirs. Ils doivent émettre un rayonnement très faible, aujourd'hui appelé rayonnement de Hawking. L'idée, alors sans entrer dans les détails mathématiques, est que le vide quantique n'est pas vraiment vide. Il est rempli de paires de particules et d'antiparticules virtuelles qui apparaissent et disparaissent constamment partout dans l'espace à chaque instant. C'est une des prédictions les plus étranges de la mécanique quantique. Juste au bord de l'horizon d'un trou noir, il peut arriver qu'une des deux particules de la paire tombe dans le trou noir, tandis que l'autre réussit à s'échapper. Pour un observateur extérieur, tout se passe comme si le trou noir venait d'émettre une particule. Et comme l'énergie ne peut pas être créée à partir de rien, cette particule qui s'échappe doit puiser son énergie quelque part. Elle la puise dans la masse du trou noir lui-même. Selon la fameuse équation E=mc2, si le trou noir perd de l'énergie, il doit aussi perdre de la masse. Lentement, très lentement, le trou noir doit s'évaporer un jour. Alors, notre piscine a une fuite, le trou noir n'est pas parfait. Il a un mécanisme, aussi faible soit-il, qui permet à l'énergie de s'échapper. Mais avant de crier victoire, il faut d'abord regarder les chiffres. Ils sont là encore vertigineux. Le temps d'évaporation d'un trou noir dépend de sa masse. Plus il est petit, et plus il s'évapore vite. Plus il est gros, et plus il s'évapore lentement. Pour un trou noir de la masse du Soleil, ce temps est d'environ 10,67 heures-année. C'est un 1 suivi de 67 zéros. Pour vous donner une idée, si vous essayez d'écrire ce nombre avec un 0 par seconde, il vous faudrait environ 2 minutes juste pour écrire ce nombre. Pour un trou noir comme M87, on parle de 10 euros 106 euros-année. Pour vous donner un comparatif, l'âge de notre univers est d'environ 13,8 milliards d'années. À notre époque cosmique, les trous noirs ne font pour l'instant que grossir. L'énergie qu'ils absorbent du fond diffus cosmologique, le reste du Big Bang qui baigne encore l'univers à une température de 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu, est plus grande que celle qu'ils perdent par évaporation. Donc pour l'instant, et pour encore des milliards de milliards d'années, les trous noirs ne s'évaporeront pas. Alors revenons à notre question de départ. Après tout ce qu'on a vu, est-ce qu'un trou noir peut détruire l'univers ? La réponse est non. Du moins pas de la manière dont on s'imagine. À court terme, c'est-à-dire sur les prochains milliers de milliards d'années, les trous noirs ne sont que des phénomènes locaux. Ils sont immensément puissants, mais leur influence se limite à leur voisinage galactique. Ils ne peuvent pas aspirer l'univers. Mais qu'en est-il à l'échelle de l'éternité, dans un futur si lointain qu'il défie l'entendement ?
C'est là que le destin des trous noirs rejoint celui de l'univers lui-même. Selon notre modèle cosmologique standard, l'univers est en expansion accélérée. Il deviendra de plus en plus grand, de plus en plus froid et de plus en plus vide. C'est ce qu'on appelle la mort thermique ou le Big Freeze. Dans ce scénario du futur, il ne resterait que des naines noires, des cadavres d'étoiles froides et sombres, des étoiles à neutrons, des trous noirs flottant dans une obscurité quasi totale. Ce sont eux les derniers survivants, les derniers objets massifs de l'univers, et c'est là que le rayonnement de Hawking entre en jeu. Dans un univers devenu plus froid que leur propre rayonnement, les trous noirs commenceront enfin à s'évaporer. Les plus petits d'abord et ensuite les plus gros. Et après 10-100 d'or années, même les plus supermassifs d'entre eux auront disparu dans un dernier flash de lumière, une dernière bouffée de particules. Pour reprendre l'exemple du début de la vidéo, notre piscine ne sera pas vidée par le petit trou. C'est l'eau elle-même qui se sera évaporée en emportant le trou avec elle. Les trous noirs ne sont pas les destructeurs de l'univers. Ce seront simplement les derniers à éteindre la lumière. Ils nous forcent à penser l'impensable. Ils nous montrent que la nature du temps, de l'espace, de l'information est plus étrange, plus profonde que notre intuition nous laisse croire.